Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si l'été 2026 devenait enfin celui où les Bucks accepteraient de se séparer d'Giannis Antetokounmpo? Parce qu'en vrai, plus je regarde la situation de Milwaukee, et plus je me dis que c'est la meilleure route à suivre. Parce que quand on prend un petit peu de recul, on se rend vite compte que de l'autre côté, il y a de vraies équipes qui ont le potentiel de poser de vraies offres sur la table. D'ailleurs, cette vidéo-là, c'est vous qui l'avez choisie sur Insta, je vous écoute, et honnêtement, il y avait même pas match, Giannis a roulé sur le sondage. Je vous ai quand même vu, les soldats de Nadir Hiffi tentaient encore une résistance, mais le pauvre finit encore deuxième, son jour viendra, j'en suis sûr. Donc si tu me suis pas encore, sur Insta, viens vite me rejoindre là-bas pour avoir un poids sur les futures vidéos qui vont sortir ici. Et évidemment, abonne-toi aussi à la chaîne. Je suis méga productif en ce moment et des vidéos peuvent sortir n'importe quand, faut pas rater ça. Mais du coup ouais, aujourd'hui on va essayer de faire le truc sérieusement, pas juste balancer Giannis aux Lakers ou Giannis aux Warriors en mode NBA 2K avec les transferts forcés qui seraient activés. Non, on va voir pourquoi les Bucks pourraient enfin appuyer sur la gâchette, ce que Giannis vaut encore aujourd'hui, ce que les Bucks peuvent réclamer en échange. Et puis ce sera le cœur de la vidéo, on va passer 6 offres au crible. Le but ça va être de voir ce que chaque équipe peut objectivement proposer, pour essayer d'en déduire qui a potentiellement le meilleur package pour le grec. Et suivez mon conseil, restez bien jusqu'au bout, parce que pour le 6ème trade, le dernier, je me suis lâché, petite dinguerie. Spoiler, c'est un petit montage à 3 équipes que j'apprécie particulièrement. Franchement, il existe des scénarios suffisamment forts pour faire basculer toute la NBA en à peine une nuit. Alors installez-vous bien, on lance ça tout de suite. Le truc avec Giannis, c'est qu'autour de son transfert, actuellement, on n'est plus du tout sur une simple rumeur random de l'été. Milwaukee vient de finir à 32 victoires, 11ème à l'Est, hors playoff pour la première fois depuis 2016. Pour une franchise construite autour du freak depuis plus de 10 ans, c'est violent. La question n'est plus seulement comment améliorer le roster, la vraie question devient est-ce que les Bucks peuvent encore lui promettre une fenêtre de titre crédible dans les 2 prochaines années? Et là, faut bien faire la différence entre une équipe décevante et une équipe bloquée. Son contrat met Milwaukee sous pression, Giannis peut signer une énorme extension à partir du 1er octobre, et derrière, il y a cette player option pour la saison 2027-2028. Donc si les Bucks attendent trop pour agir, ils perdent la main. C'est pour ça que la draft du 23 juin compte autant. Avant la draft, les picks sont encore faciles à bouger, les équipes peuvent choisir elles-mêmes, et les offres sont souvent plus simples à construire. C'est pour ça que je m'attends à une soirée agitée. Par contre, et c'est très important de le préciser, Antetokounmpo n'a jamais demandé son trade de manière officielle. Ça c'est primordial, on n'est pas sur un dossier à la Harden ou à la Lillard, avec une liste de destinations et une obligation publique d'agir, et je pense que le grec ne fera jamais ça. Par contre, s'il laisse entendre en privé qu'il prolongera à certains endroits et pas à d'autres, toute la valeur des offres peut changer. Personne ne lâche 5 pics et 2 jeunes majeurs pour un joueur potentiellement libre dans 1 an et demi. Et puis ok, ces dernières saisons ont été un petit peu tronquées par les blessures, mais sur le terrain, on va pas se mentir, il reste monstrueux. Même limité à 36 matchs, il tourne encore à près de 28 points, 10 rebonds et plus de 5 passes. La production est phénoménale. Le vrai sujet, c'est l'âge, le contrat et la santé. Il approche des 32 ans, son jeu reste très physique et les pépins se multiplient. Aujourd'hui, tu ne trades pas pour le Giannis de 2021, tu trades pour une fenêtre de titre immédiate. N'empêche que ça a de la valeur, et c'est pour ça que pour le freak cet été, il pourrait y avoir un vrai marché. Milwaukee ne va pas lâcher Giannis pour 2 contrats au hasard et 3 pics mal placés. Les Bucks vont vouloir du lourd, un vrai jeune sur qui repartir, beaucoup d'assets de draft, les deux si possible. Et là, forcément, certaines teams deviennent plus crédibles que d'autres, parce qu'elles ont vraiment de quoi faire hésiter Milwaukee. Et le premier scénario que déjà je trouve très sérieux, c'est d'envoyer le freak à Cleveland. Le deal est clair, Cleveland récupère Giannis, Milwaukee récupère Evan Mobley, Jalen Tyson, Sam Merrill et le pick numéro 29 de la draft 2026. Dans cette offre, le nom qui change tout c'est Mobley. Les Bucks ne récupèrent pas juste un prospect sympa, ils récupèrent un joueur de 25 ans, déjà All-Star, déjà défenseur de l'année, sous contrat à long terme et capable de redonner une identité à une équipe. Voilà pourquoi cette offre peut potentiellement convaincre les Bucks. Un pick, des jeunes intéressants, déjà on part sur de bonnes bases. Mobley c'est un gros joueur, un intérieur référencé, déjà élite en défense, encore assez jeune pour construire autour. Ça ne court pas les rues un tel profil. Il ne remplace pas Giannis évidemment, mais il évite au moins aux Bucks de se réveiller le lendemain avec une trop grosse gueule de bois. Il faut pas non plus vendre ça comme un transfert parfait, parce que la vérité c'est que si on regarde le transfert, derrière Mobley c'est pas si fou le reste des contreparties. Jalen Tyson, je l'aime bien, jeune extérieur de 23 ans, drafté au premier tour, déjà utile dans la rotation de Cleveland. Sam
Merrill, c'est un shoot fiable, plus de 40% à 3 points, pas si mal non plus, mais Merrill a 30 ans, Tyson n'est pas un futur All-Star garanti, et le pick 29 reste positionné en fin de premier tour. Milwaukee récupère de la qualité, oui, mais pas non plus une avalanche d'assets. Et c'est là que Cleveland devra vraiment se montrer convaincant, parce que pour eux, les bénéfices sont évidents. Côté Cavs, cette logique elle est claire, tu passes encore plus en mode titre. Giannis, Donovan Mitchell, James Harden, Jarrett Allen, c'est terrifiant par le talent et la pression physique. Mais tu perds Mobley, ton meilleur asset futur, tu perds aussi Tyson et Merrill, donc de la profondeur et du tir. Et surtout, il faut faire fonctionner Giannis avec Jarrett Allen, deux intérieurs qui ne sont pas là pour écarter le jeu. Donc non, c'est pas juste, on ajoute Giannis et tout est réglé, c'est plus compliqué que ça. Le fit peut marcher parce que Harden et Mitchell savent créer du jeu, mais en playoff tu connais la chanson, si la raquette se ferme, il faut punir tout de suite, et avec Giannis plus Allen, Cleveland devra vraiment blinder le tir autour d'eux. C'est pour ça que perdre Merrill et Tyson n'est pas anodin. Ce trade pour les Cavs, c'est un vrai dilemme. Garder Mobley pour construire sur plusieurs années ou tout envoyer sur la fenêtre Mitchell Harden avec Giannis. Et pour Milwaukee, à mon sens, la validation de ce trade dépend surtout d'une question. Est-ce que les Bucks veulent le meilleur joueur possible ou le plus gros volume d'assets possible? Si la priorité c'est les pics, Cleveland peut être un peu juste, mais si la priorité c'est une base immédiatement crédible, Mobley est probablement l'un des meilleurs noms réalistes du marché. Avec ce trade, tu repars avec un pilier défensif élite, un jeune extérieur, un shooter et un petit pic. Allez, pour enchaîner maintenant, je change complètement d'idée et je décide de faire jouer Giannis avec Steph Curry. Golden State récupère Antetokounmpo, Milwaukee récupère Jimmy Butler, Brandon Podziemski et 4 premiers tours en 2026, 2027, 2030 et 2032. Sur le papier, ça claque, mais côté Bucks, faut être honnête, le cœur du package, c'est pas Butler. À 36 ans, avec une grosse blessure au genou derrière lui et un contrat énorme, il n'offre aucune garantie. Le vrai package, c'est Podziemski et une montagne de pics. Ça peut être sexy en vrai pour les Bucks, surtout s'ils aiment Podziemski. Parce que ouais, Podziemski j'aime beaucoup, près de 14 points, 5 rebonds, presque 4 passes, du tir, de l'énergie, 82 matchs joués et un côté couteau suisse intelligent qui a parfaitement collé aux Warriors cette saison. En plus il vient du Wisconsin, donc l'angle local existe, mais soyons clairs, ce n'est pas un futur visage de franchise évident. Si tu trades Giannis, tu veux récupérer un mec qui peut porter le projet, pas seulement l'accompagner. Du coup le vrai trésor dans cette offre, je pense que c'est les pics. Et là l'offre Warriors devient plus intéressante. Le pic 2026 à la 11e place, c'est un vrai asset immédiat, mais les choix les plus intrigants, ce sont surtout 2030 et 2032. Curry aura dépassé les 40 ans, Draymond ne sera probablement plus le même joueur s'il joue encore, et Milwaukee parierait sur l'effondrement possible des Warriors du futur. Ce genre de pic lointain, s'ils ne sont pas protégés, ça peut réellement se transformer en jackpot. Et ça reste un pari, un vrai, avec beaucoup d'inconnus. Le problème, c'est que Milwaukee peut très vite se dire « Ok, mais autour de qui je construis ma franchise ?» Butler, c'est trop incertain, Podziemski, j'aime bien, mais il a pas forcément cette stature, et les pics, même très lointains, ça reste du pari. Le pic 2032 peut devenir une pépite, comme il peut finir beaucoup plus bas que prévu. Côté Warriors, par contre, on partirait sur un nouveau projet, une dernière danse pour Stephen Curry. Golden State sort d'une saison à 37 victoires, d'un play-in raté et d'un sentiment assez clair que l'air Curry ne peut plus se contenter de petits ajustements. Donc si tu peux transformer Butler blessé, Podziemski et ton futur de draft en Giannis, évidemment que tu réfléchis, parce que Curry-Giannis sur le papier c'est un feat de malade. Curry éloigne les défenses du cercle comme personne, Giannis attaque le cercle comme personne. Tu mélanges les deux et t'as une combinaison qui peut faire paniquer toute une conférence. Et comme souvent, si on creuse un peu, on se rend compte que tout n'est pas forcément si idyllique. Parce qu'après le trade, qui joue autour de Giannis et Curry? Tu perds Butler, ton gros créateur vétéran, tu perds Podziemski, ton meilleur jeune arrière, tu te retrouves avec Curry, Giannis, peut-être Draymond, puis zéro profondeur. Donc oui, le duo Curry-Giannis fait rêver, mais le roster autour serait vieux, court et n'apporterait pas de garantie. Et le truc, c'est que si ce trade ne porte pas ses fruits à Golden State, en te séparant de 4 pics, tu ruines ton avenir. Maintenant, il reste réaliste, parce que les Warriors ont une raison existentielle de tenter le coup, et parce que Milwaukee peut être intrigué par 4 premiers tours, surtout ceux de l'après-Curry. Mais à mon sens, il manque une vraie pièce centrale. Si Giannis dit « je veux absolument jouer avec Steph », là, forcément, tout change. Sinon, je pense que Milwaukee peut regarder cette offre, la respecter, et quand même se dire qu'il existe sûrement des packages plus solides ailleurs. Alors si on continue, on se sait, dès qu'il y a une superstar sur le marché, il y a toujours Miami qui vient toquer à la porte. Dans ce deal, le Heat récupère Giannis, Milwaukee récupère Tyler Herro, Kelly Ware, Norman Powell en sign and trade, le pick 13 de la draft 2026, puis 2 premiers tours en 2030 et en 2032. Honnêtement, c'est une offre propre, pas celle qui te met une claque avec un jeune franchise player évident, mais une offre complète, du scoring avec Herro, du potentiel avec Ware, un vétéran productif avec Powell, un lottery pick immédiat et 2 picks lointains. Pat Riley le sait, il doit se bouger, et s'il met une offre comme ça sur la table, ce sera peut-être difficile de l'ignorer. Côté Heat, la logique est évidente, Miami a échoué au play-in, et Riley a déjà envoyé un message, le Heat veut être agressif cet été, pas reconstruire tranquillement pendant 5 ans, redevenir une équipe qui compte maintenant, et avec Giannis à côté de Bam Adebayo, tu recrées instantanément une identité énorme, défense, dureté, taille, transition, avec Spoelstra derrière, ça peut devenir un enfer à jouer. Après le truc c'est qu'Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo c'est pas forcément si évident à faire cohabiter. Défensivement ça peut être terrifiant, switch, protection de cercle, transition, pression physique, mais offensivement il faut être
franc. Bam n'est pas un intérieur qui prend 8 tirs à 3 points par match, et Giannis a besoin d'espace. Si Miami envoie Herro et Powell, tu perds justement beaucoup de création extérieure et de shoot, donc le projet peut être très fort, mais il faut absolument du spacing, sinon, en playoff, la raquette peut vraiment devenir trop chargée. Par contre, côté Milwaukee, ce qui peut plaire, c'est l'arrivée de Kelly Ware. Herro, on sait ce que c'est, un All-Star, un scoreur créateur, plus de 20 points par match, capable de mettre des tirs, et en plus, il est originaire du Wisconsin, mais c'est pas un franchise player à la Giannis. Ware, lui, c'est le pari, 22 ans, grand, mobile, rebondeur, protecteur de cercle, avec un vrai tir extérieur en progression. Si Milwaukee croit qu'il peut devenir plus qu'un bon titulaire, l'offre de Miami passe dans une toute autre dimension. Et pour finir, le pick numéro 13 peut être convaincant lui aussi. Un pick 13, c'est pas un top 3, mais c'est pas rien non plus, c'est un vrai choix de loterie, utilisable tout de suite sur un contrat rookie. Les picks 2030 et 2032, eux, ajoutent de l'upside pour le futur, surtout si le hit vieillit autour de Giannis et Bam. Powell, enfin, peut servir de scoreur vétéran, ou d'asset à retransférer. Au total, Milwaukee récupère du présent, du futur, du tir, de la taille et des picks. C'est pas mal. Le souci, c'est que dans cette offre, il manque peut-être un gros nom qui enlèverait toute hésitation. C'est ça qui me bloque un peu avec cette offre. Elle est équilibrée vraiment, mais est-ce qu'elle est assez énorme pour un joueur comme Giannis? Herro est très bon, Ware est très prometteur, le pick 13 est solide, les picks lointains sont utiles, sauf qu'il n'y a pas le jeune déjà énorme que Milwaukee pourrait afficher comme un nouveau visage incontestable de la franchise. Donc Miami peut être très crédible, surtout si Giannis pousse pour le hit, mais si les Bucks ont accès à un joueur à meilleur potentiel ailleurs, ils peuvent très bien utiliser cette offre comme base pour finalement négocier avec les autres. Maintenant, Miami reste dangereux, parce que Miami, ça reste Miami. Le marché, Spoelstra, bam, l'image du 8, le soleil, la plage, tout ça, ça pèse, et si Giannis fait comprendre que Miami lui plaît vraiment, cette offre peut vite devenir réelle. Mais côté Bucks, en regardant froidement ce qu'il récupère, je reste un peu sur ma faim. C'est sérieux, c'est crédible, mais je suis pas sûr que Milwaukee raccroche le téléphone et accepte sans hésiter avec une telle offre. Alors on enchaîne, et il y a le scénario qui est maintenant peut-être le plus bizarre de ma ligue, mais peut-être aussi le plus sous-coté. Giannis à Portland. Les Blazers récupèrent Antetokounmpo, Milwaukee récupère Jeremy Grant, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Chris Murray, plus 3 premiers tours en 2028, 2029 et 2031. Là, on n'est pas dans la logique Cleveland ou Miami. Portland ne donne pas le jeune le plus sûr du marché, mais donne du volume, du potentiel, des pics et plusieurs chemins de reconstruction. C'est justement pour ça, je trouve que cette offre est potentiellement très intéressante pour Milwaukee. Scoot Henderson, c'est encore un pari. Il n'a pas explosé aussi vite que prévu, mais le talent reste là. Vitesse, pression sur le cercle, création, énergie. Shaedon Sharpe, lui, c'est peut-être la pièce la plus excitante du package. Plus de 20 points par match, un scoring naturel, des qualités athlétiques, typiquement le genre de joueur qui peut prendre feu et te faire te lever de ton canapé. Pas encore un franchise player complet, c'est sûr, mais typiquement le profil que tu peux vouloir tenter dans un rebuild. En plus, Portland a un argument que personne d'autre ne peut se vanter d'avoir. À cause du trade de Damian Lillard, les Blazers contrôlent déjà une partie des drafts futurs des Bucks. Dans une reconstruction, c'est énorme. Si Milwaukee trade Giannis sans maîtriser ses propres picks, tanker devient beaucoup moins intéressant. Tu peux être nul et voir quelqu'un d'autre profiter de ta chute. Portland peut donc offrir plus que des joueurs, en redonnant une certaine liberté, une certaine souplesse à ses Bucks. Avec tout ça, on a déjà un truc bien engagé, je trouve, mais calmons-nous 2 secondes. Jeremy Grant, c'est pas une pièce sur laquelle tu construis ton futur, c'est un vétéran utile, mais avec un contrat lourd, et plus de 30 ans. Chris Murray, c'est un jeune de rotation intéressant, mais c'est pas un asset non plus qui va convaincre en mode no-brainer. Donc la vraie question, c'est Scoot et Sharpe. Si les deux deviennent très bons, le package peut être énorme. Si Scoot plafonne, et si Sharpe reste un scoreur irrégulier, c'est beaucoup moins rassurant. Pour ce qui est de Portland, par contre, encore une fois, l'intérêt reste évident. Les Blazers ne seraient plus dans le développement et la patience. Ils se diraient, on a Deni Avdija, Jrue Holiday, un retour attendu de Damian Lillard, Donovan Clingan, Toumani Camara et maintenant Giannis pour accélérer tout le projet. Lillard connaît Giannis, Jrue connaît Giannis, Portland a retrouvé les playoffs, tu peux construire une équipe dure, expérimentée, ambitieuse. Sauf que pour être complet, je dois le dire, dans ce transfert, j'ai quand même un énorme doute. Est-ce que Giannis aurait vraiment envie de prolonger à Portland? C'est ça le vrai problème. Le package peut plaire aux Bucks, mais Giannis veut gagner, et l'Ouest est un enfer. Portland avec Giannis, ce serait intéressant, oui, mais est-ce que ce serait plus rassurant qu'une grosse équipe de l'Est? Pas sûr. Donc ce trade est fort pour Milwaukee, mais potentiellement fragile du côté de la volonté du joueur. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que c'est peut-être l'offre la plus compatible possible avec une reconstruction de toute la liste. Si les Bucks veulent repartir de zéro avec du potentiel, des pics et un peu plus de contrôle sur leur futur, Portland peut clairement les faire réfléchir. Le souci, c'est que tu joues quand même beaucoup à pile ou face avec un trade comme ça. Dans 3 ans, tu peux te dire quelle masterclass, ou alors tu te retrouves avec plein de paris moyens et plus aucune superstar. Donc oui, je respecte l'offre, mais il faut encore vendre Portland à Giannis, et ça, franchement, ce sera peut-être le plus dur. À Houston, par contre, l'équipe suivante, je trouve qu'on a un package possible qui peut faire beaucoup transpirer les autres GM de la ligue. Les Rockets récupèrent Giannis, Milwaukee récupère Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Clint Capella, plus 2 premiers tours en 2027 et en 2029. Et là, pour les Bucks, ce n'est pas juste une histoire de pari sur l'avenir. Sengun, c'est du concret, 23 ans, déjà All-Star, autour de 20 points, 10 rebonds, 5 passes, et surtout un vrai intérieur créateur autour de qui construire. Tu peux imaginer ton attaque autour de lui et directement avoir une vraie base offensive.
Dans un trade pour Giannis, ce genre de contrepartie, c'est énorme. Milwaukee récupérerait un joueur capable de devenir tout de suite le moteur d'un nouveau projet. Avec Giannis, tu vivais sur la puissance, la transition, la verticalité. Avec Sengun, tu changes d'ADN, basket plus posé, plus technique, plus demi-terrain. Mais il faudra l'entourer de défenseurs, de mobilité et de tir, parce que défensivement, ce n'est pas Giannis. Mais c'est exactement pour ça que dans ce deal, Jabari Smith Jr. devient super important. Jabari n'est pas devenu la superstar imaginée au moment de sa draft, mais son profil garde de la valeur. Grand ailier, tir, défense, encore jeune. Exactement le type de joueur que Milwaukee peut intégrer dans un nouveau cycle. Enfin, Capella, lui, c'est un vétéran utile, rebondeur, protecteur de cercle, mais pas une pièce d'avenir, il est surtout là pour les salaires. Le vrai duo de valeur, c'est Sengun plus Jabari. Déjà, on a une bonne base, et les pics qui vont avec en plus de ça, ils sont pas juste là pour faire joli. Avec les pics 2027 et 2029, Houston a des leviers intéressants avec Brooklyn, Phoenix ou Dallas, avec qui ils peuvent échanger leur choix de draft. Donc oui, il y a moins de tours de draft que dans d'autres offres, mais entre Sengun, Jabari, Capella et ces deux pics, Milwaukee récupère quand même quelque chose de très solide. Pas forcément le package le plus sexy au premier abord, mais peut-être le plus sérieux. Pour les Rockets, c'est vrai, ce serait un choix bien violent, mais ça peut quand même valoir le coup. Houston a déjà accéléré son projet avec Kevin Durant, et après une élimination au premier tour contre les Lakers privés de Doncic, tu peux comprendre l'idée. Cette équipe a du talent, mais pas encore le niveau des vrais favoris. Ajouter Giannis, c'est passer en mode titre tout de suite. Durant plus Giannis, c'est monstrueux, mais le prix, c'est Sengun. Sacrifier un All-Star de 23 ans pour maximiser les dernières grandes années de KD. C'est choisir une fenêtre courte plutôt qu'un projet qui pouvait encore grandir, mais pourquoi pas au final. Par contre, sur le terrain, il y a quelques questions auxquelles il faudra obligatoirement répondre. Si Houston garde Amen Thompson hors du deal, et c'est essentiel, les Rockets gardent leur profil le plus unique en défense, en transition et au niveau de l'impact physique. Mais Amen n'est pas encore un shooter fiable, Giannis non plus, et si tu perds Jabari, tu perds justement du spacing. Le plafond de ce trade est énorme, mais un équilibre doit être reconstruit autour de Durant, Giannis et Amen pour que ça fonctionne. Il y a des risques donc c'est sûr, mais malgré ça, je reste assez persuadé de ma première idée, c'est une offre très sérieuse. Pour Milwaukee, c'est peut-être l'un des rares packages où tu peux te dire « Ok, on perd Giannis, mais on ne repart pas de zéro. Tu récupères Sengun, Jabari, deux pics intéressants et tu peux immédiatement redessiner l'équipe. » Ce n'est pas parfait parce que Sengun impose une autre construction et parce que Houston ne donne pas Amen, mais si les Bucks veulent une vraie base offensive jeune plutôt qu'une pile de promesses, cette offre-là peut clairement arriver très haut sur la pile. Et là, place au dernier scénario que je vous ai vendu en début de vidéo. Mon préféré, Giannis à Boston et Jaylen Brown à Atlanta. Dans ce deal à 3 équipes, Boston récupère Giannis, Atlanta récupère Jaylen Brown, Milwaukee récupère le pick 8 d'Atlanta, les premiers tours des Celtics en 2027 et en 2032, Zachary Rizaché, Hugo Gonzalez et Corey Kispert. L'idée est simple, Boston n'a pas forcément le package parfait pour les Bucks, donc Atlanta sert d'intermédiaire. Brown part en Géorgie, les Hawks récupèrent une star dans son prime, et Milwaukee repart avec des jeunes, des picks, du tir et un choix du top 10. Pour toutes les teams impliquées, un deal comme ça, j'ai l'impression que c'est malin. Parce que si t'intègres pas les Hawks, le souci c'est Jaylen Brown. Joueur énorme évidemment, MVP des finales, calibre l'NBA, près de 29 points, leader sans Tatum, mais est-ce que Milwaukee veut repartir avec un joueur de 29 ans, très cher, déjà dans son prime, après Giannis? Pas sûr. Le détour par Atlanta donne donc du sens. Les Bucks récupèrent du futur, les Hawks transforment Rizaché, le pick 8 et des pièces autour en Jaylen Brown, pendant que Boston accueille Giannis. Et pour la franchise du Massachusetts, cette idée se défend hyper vite. Les Celtics sortent d'une grosse claque, deuxième à l'Est, mais éliminés au premier tour par Philadelphie après avoir mené 3-1. Dans une franchise comme celle-là, ça laisse forcément des traces. Le duo Tatum-Brown a gagné un titre, il a marqué l'histoire récente de la franchise, donc faut pas faire comme si c'était simple. Mais Giannis à côté de Tatum, dans une équipe qui shoot autant à 3 points, avec une culture défensive, Joe Mazzulla et un vrai besoin de pression vers le cercle, sportivement ça se comprend tout de suite. Mais casser le duo Tatum-Brown, c'est pas aussi simple que de changer la peinture de la porte de son garage. Émotionnellement comme sportivement, ça peut faire beaucoup de mal potentiellement à la franchise. Puis faut rester prudent avec Brown. Lui et Brad Stevens ont nié l'idée d'une vraie fracture, et Brown a même laissé entendre qu'il pourrait rester très longtemps à Boston, donc il n'a pas demandé à partir. Mais une grosse déception collective peut ouvrir des réflexions inattendues. Remplacer Brown par Giannis, ce serait radical. Tu perds un champion maison pour augmenter encore le plafond autour de Tatum. Brutal, mais c'est aussi ça la NBA. Pour Atlanta, là encore, je trouve que le pari, il est hyper lisible. Jaylen Brown est né en Géorgie, donc le storytelling est facile, mais au-delà du côté retour à la maison, c'est surtout un énorme upgrade sportif. Les Hawks récupèrent un joueur champion dans son prime, capable de porter une attaque, de défendre, d'incarner un projet. Le prix est sérieux, le pick 8, Rizaché, Kispert et la participation à un très gros montage. Mais Rizaché, même s'il reste un ancien numéro 1 de draft, n'a plus une valeur de joueur intouchable. Si Atlanta peut transformer ça en Jaylen Brown, on peut comprendre pourquoi ils décrocheraient leur téléphone. Mais pour que ça ait lieu, un tel truc, il faut être sûr d'une chose, il faut aussi que les Bucks acceptent. Le package est dense, mais très projectif, et le pick 8 déjà, c'est l'asset le plus concret. Ensuite, Rizaché, c'est le pari. Ancien numéro 1, grand ailier, profil moderne, mais cote en baisse. Milwaukee devrait vraiment croire qu'un nouveau contexte peut le relancer pour accepter. Hugo Gonzalez, après, c'est un jeune très intéressant. Kispert, c'est du tir. Les pics des Celtics, surtout celui de 2032, ajoutent du futur à long terme, mais ça manque peut-être d'un joueur déjà sûr.
Donc oui, le trade a du sens, mais il implique beaucoup d'acteurs et il sera potentiellement très difficile à mettre en place. Boston doit accepter de casser son duo champion, Atlanta doit miser très gros sur Jaylen Brown, et Milwaukee doit préférer un package de jeunes et de piques à un joueur déjà installé comme nouvelle base. C'est pour ça que je trouve le montage intelligent, crédible dans sa logique, mais pas forcément irrésistible pour les Bucks. Si Milwaukee adore Rizaché et le joueur disponible en 8, ça peut devenir très sérieux. Sinon, ils peuvent regarder cette offre et se dire c'est malin, c'est dense, mais pour Giannis, est-ce que c'est vraiment assez costaud ? Et la vraie question maintenant, c'est justement de se demander parmi ces 6 offres, laquelle est la plus solide. Vous avez sûrement déjà votre avis à propos de ça, mais moi aussi j'ai le mien et je vais vous le livrer. Déjà, Golden State, Miami et Boston, j'ai tendance à rapidement les mettre de côté. Je pense que dans chacun de ces 3 deals, il manque vraiment d'un joueur suffisamment important pour réellement convaincre les Bucks. Il nous reste donc 3 teams, Portland, Cleveland et Houston. Portland parce que le volume de l'offre est énorme, Scoot, Sharp, Grant, Murray, 3 premiers tours et cette possibilité de redonner aux Bucks de la liberté sur leur draft. Côté Milwaukee, c'est peut-être l'offre qui assure la meilleure reconstruction, mais le problème c'est Giannis. Est-ce qu'il voudrait vraiment prolonger à Portland dans une équipe ambitieuse mais pas encore candidate évidente au titre? C'est là que j'ai du mal. C'est pour ça que je vais finalement choisir entre Cleveland et Houston. Et là, c'est vraiment une question de philosophie. Cleveland a probablement la meilleure pièce individuelle avec Evan Mobley, un jeune intérieur déjà élite en défense, déjà All-Star, déjà assez fort pour devenir le nouveau visage d'une franchise. Si Milwaukee veut éviter le vide et repartir avec un joueur sûr, Mobley fait énormément sens. Mais l'offre de Cleveland manque de volume, je trouve. Derrière Mobley, Tyson est intéressant, Merrill est utile, le pick 29 existe, c'est pas mal, mais je pense que les Bucks pourraient être plus exigeants. Voilà pourquoi, si je suis Milwaukee, ce serait en priorité avec les Rockets que je tenterai de négocier. Parce que ces Rockets donnent peut-être moins de défense immédiate que Mobley, mais ils donnent plus de matière globale. Şengün, Jabari Smith Jr., Capella, 2 premiers tours. Şengün a 23 ans, il est déjà All-Star, c'est un moteur offensif capable d'assumer des responsabilités. L'arrivée de Jabari, elle, ajoute un jeune ailier moderne, grand, shooter, encore valorisable. Puis les pics 2027 et 2029 ne sont pas anecdotiques non plus. Si Raphael Stone propose cette offre, Milwaukee peut se dire ok, on perd Giannis, mais on repart pas du tout de zéro. On repart avec une vraie base, plusieurs assets, c'est une toute nouvelle direction. Donc oui, mon choix final, ce serait Houston. Mais pas parce que le fit est parfait, attention, il ne l'est pas. Mais si je mélange ce que Milwaukee peut récupérer, ce que Houston peut vraiment mettre et la logique d'un gros move dès cet été, c'est l'offre qui tient le plus debout, je trouve. Cleveland a Mobley et franchement ça se défend fort, mais Houston donne plus de matière, donc si Giannis quitte vraiment Milwaukee cet été et qu'il valide l'idée de découvrir le Texas, les Rockets peuvent devenir les favoris, je pense, pour l'accueillir. Mais maintenant, je veux votre avis à tous. Vous le voyez où, vous, Giannis, la saison prochaine? Houston, Portland, Cleveland ou encore une autre équipe que j'ai même pas citée dans les 6? Et si vous êtes Milwaukee, est-ce que vous prenez le meilleur joueur possible ou alors le meilleur package global? Dites-moi tout ça vraiment en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur les sujets transferts comme ça, les débats sont toujours passionnants. Ensuite, si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, pensez à la booster pour l'aider à monter, c'est super important. Enfin, abonnez-vous ici, bien sûr, parce que si Giannis bouge cet été, on va très vite être amené à en reparler. Pour tout ça, merci la team, et nous, on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.